Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Cap Santé investit dans des infrastructures récréo-sportives et touristiques, dont un escalier panoramique qui fait face à une opposition. Nous avons un reportage de Charles Laviolette à ce sujet et nous avons une entrevue avec le maire de Cap Santé, Michel Blackburn. 7 projets d'infrastructures sportives et récréo-touristiques dans Portneuf se partagent plus de 500 000 $ du gouvernement. Nous avons les commentaires de plusieurs maires. Charles nous revient avec une initiation à la production de sirop d'érable. Et Aubert Tremblay, notre directeur général, viendra nous parler des projets en cours à CJSR. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, l'Institut national de santé publique du Québec a confirmé mardi à la santé publique que le Québec est entré dans une 6e vague de COVID-19. Dans un gazouillis sur Twitter, la santé publique dit suivre la situation et recommande la prudence. La confirmation d'une 6e vague de la pandémie de COVID-19 survient 3 jours après la conférence de presse du directeur national de la santé publique par intérim, Luc Boileau. Ce dernier disait alors attendre cette confirmation des experts, tout en reconnaissant que la hausse des cas récents observés suggérait cette 6e vague, particulièrement dans le domaine de la santé, qui faisait face à une hausse de 60% des congés de maladie en moins d'une semaine. Le docteur Luc Boileau attribuait l'augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province à la montée du sous-variant Omicron BA2 et à la levée récente des mesures sanitaires, tout en précisant que cela était attendu. Une conférence de presse est prévue la semaine prochaine. D'ailleurs, le Québec rapporte aujourd'hui 12 nouveaux décès causés par la COVID-19, en plus d'une nouvelle hausse des hospitalisations. On compte maintenant 1238 hospitalisations, une augmentation de 38 par rapport à la veille, par rapport à hier. 66 patients sont aux soins intensifs, en hausse de 6. On dénombre en hausse 2944 cas actifs et positifs dans la capitale nationale, dont 146 dans Portneuf, 110 dans Charlevoix. Cap Santé investit dans des infrastructures récréo-sportives et touristiques, dont un escalier panoramique qui relierait Place de l'Église et le quai sur les berges du fleuve. Ce projet fait face actuellement à de l'opposition et une pétition circule pour que le conseil de ville retire ce projet. Écoutons tout d'abord le reportage de Charles Laviolette et par la suite on s'entretient avec le maire Michel Blackburn. À Cap Santé, une partie de la population est sceptique devant un projet d'escalier panoramique qui lierait la place de l'église au quai. Pour mener ce projet de près d'1 million, l'Hôtel de Ville estime devoir emprunter jusqu'à 500 000 $.
Paul et Sophie a donné la parole à 2 citoyens qui partagent leur point de vue avec nous. Ce qu'on voit, c'est qu'il est tellement surchargé, le quai de... les gens savent qu'ils ne pourront pas se tenir. On voit souvent des familles qui arrivent, les jeunes, les enfants. Et le papa vient, la maman vient reconduire en bas, puis remonte en haut stationner. Débarque la poussette, les glacières vont s'installer sur la plage. Alors ça, on a vu ça beaucoup depuis quelques années. C'est beaucoup trop exigu pour un stationnement, là, pour autant de monde qui veulent profiter de ça. Donc, par contre, il y a du stationnement en haut. Donc, on dit on va stationner des gens en haut. Il y a une place de l'église. L'église est ouverte 6 jours par semaine tout l'été, puis jusqu'à l'automne. En plus, l'escale du Roi qui prend son envol cet été, il y a plein d'infrastructures qui s'installent. Et là, si on fait un accès pour aller au fleuve, mais en partant d'en haut. En 2016, la Ville avait un surplus d'1 357 000, qui a baissé en 2017, qui a été grugé en 2018. En 2019, on était rendu avec un surplus de 145 000. On avait mangé 1 200 000 en 3 ans. Et en 2020, là, on a mangé le 145 000 qui restait, plus un déficit de 300 000, fait qu'on était dans le trou de 445 000. Alors déjà en 2019, le Minolet a spécifiquement dit dans les états financiers de la Ville, étant donné le déficit de fonctionnement en 2019 et le surplus accumulé non affecté qui a diminué de façon importante, les finances devront être suivies de façon rigoureuse au cours des prochaines années. On s'est rencontré 5 personnes qui ont, aucune de ces personnes-là n'a de vue politique. Provinciale, municipale, fédérale, 0 vue politique, on n'est que des payeurs de taxes. Alors, on a essayé de penser réveiller la population en disant on va se partir une pétition en ligne qu'on a transmise à seulement nos connaissances à nous. En 4 jours, plus de 1000 signatures en ligne. On a fait 2 journées de séance de signatures physiques. Et ces 2 journées-là, on a ramassé 243 signatures des gens qui se sont déplacés de chez eux à la salle qui nous avait été prêtée pour signer cette pétition-là. Fait qu'on s'est dit probablement qu'il y a un intérêt. Puis probablement que les gens sont plus ou moins d'accord de subir une augmentation de taxes de 16,5 % cette année. Il faut refaire la côte du quai de Cap-Santé. Ça va coûter déjà 350 000 qui est budgété. Pourquoi qu'on ne met pas 50-60 000 de plus puis qu'on fasse un élargissement, un trottoir? Ça se fait ailleurs. Pourquoi ça ne se ferait pas à Cap-Santé que nous autres, ça nous prend le grand luxe avec un escalier à 1 million? Bon, bien, puis il y a un mur de soutènement. Pas la rue qui s'effondre, le mur de soutènement. Donc, il y a comme une question de savoir, peut-être, c'est légitime que les citoyens posent c'est peut-être légitime qu'ils posent la question, là, est-ce que ça se ferait aussi? Mais là, on embarque dans une autre étude d'ingénierie, une autre chose, parce que réparer un mur de soutènement, c'est pas refaire une rue, puis c'est pas faire une place piétonnière, puis c'est rien qu'une partie là, de la côte, là. Donc, on ne règle pas le problème en changeant. Le soutènement, c'est quelque chose, c'est comme 2 choses séparées. Les citoyens, c'est facile de se dire, pourquoi on ne fait pas les 2 en même temps? Oui, mais là, OK, la question est posée. Quand les finances de la Ville iront bien, qu'on a remis de l'argent et qu'on sera capable de payer notre épicerie avec notre encaisse et non pas avec des emprunts puis des déficits, bien là, on ira vers ces projets-là. Alors là, on attend une réponse. La dernière fois qu'on est allé au Conseil, on a demandé spécifiquement dans la pétition d'avoir une réponse, oui ou non. Le projet est abandonné pour le prochain Conseil qui est le 11 avril. Nos revenus ne sont pas ajustés à la vitesse de l'inflation à l'heure actuelle. Alors, en attendant que ça arrive, bien, c'est bon d'avoir un bas de laine. Mais là, la municipalité de Cap-Santé n'en a pas de bas de laine. Il a été mangé à faire des acquisitions qui, je pense, sont complètement inutiles ou à faire des projets qui ne sont pas nécessairement très utiles. La Ville n'a pas négligé, ne néglige pas puis aller dans des plans quinquennaux de continuer. Mais est-ce que ça doit nous empêcher d'avoir une vision? Est-ce que ça doit nous empêcher de continuer notre développement? Il faut le faire à un rythme, qu'il faut faire attention, oui, mais il ne faut pas non plus perdre des opportunités quand elles passent. On passe à une pause et par la suite, on s'entretient avec le maire de Cap-Santé. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne.
À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'Origine Québec. SAQ, le goût de partager. On rejoint maintenant le maire de Cap-Santé, Michel Blackburn. Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir. M. Blackburn, vous êtes à Québec actuellement. C'est votre rencontre avec l'UMQ ce soir? Non, avec la FQM. Ah, la FQM, OK, ouais. Oui, avec la FQM, 2 journées de formation là, pour acquérir notre rôle d'administrateur de la Fédération québécoise des municipalités. OK. Parlons maintenant du dossier de l'escalier. Comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre, justement? Bien, écoutez, je pense que tous les projets tirent leur succès dans leur pertinence, dans leur financement et aussi dans leur coût net versus les bénéfices. Alors, la pertinence est claire. Tout d'abord, dans le schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf en 2009, qui reconnaît le potentiel récréatif et touristique du secteur de la place de l'Église, du quai et de la plage. Quant à la ville, c'est dans son plan d'urbanisme de 2013 que le secteur y est reconnu à titre d'élément structurant de la municipalité. En 2015, une étude menée par la firme Rue Principale identifie clairement le potentiel du secteur et met en perspective la nécessité d'améliorer l'accessibilité de la place de l'Église, du quai et de la plage principalement pour les piétons. Enfin, en 2019, la MRC recommande une étude concernant les sentiers balisés sur la grève et le long du littoral portneuvois et une intervention spécifique est alors identifiée et les consultants proposent un concept d'escalier à ce moment-là. À l'été 2021, le conseil municipal reçoit 2 communications de groupes de citoyens. La première est présentée par les résidents de la Côte du Quai et la seconde par les résidents du Vieux Chemin. Les dites communications demandent à la Ville de prendre des actions en lien avec la sécurité et l'accessibilité du secteur. Alors, nous considérons qu'ici, l'escalier fait partie de l'ensemble des infrastructures favorisant les déplacements actifs, que ce soit les sentiers pédestres, les pistes cyclables, les passerelles, dont les citoyens sont les principaux bénéficiaires. Alors, nous, au final, notre plus grande motivation demeure l'accessibilité, la sécurité des résidents du secteur et des usagers de la place de l'Église, du quai et de la plage. Alors, au niveau de l'argumentaire de pourquoi ne pas refaire la côte, bien, le dossier de la côte est complètement à part de celui de l'accès piéton, notamment par l'envergure des travaux. Ici, on planifie de refaire le mur de soutènement. C'est pas l'ensemble de la côte, là. Ça aurait été impossible de faire tous ces aménagements-là pour cette somme-là. Donc, on vient refaire la structure de la base de la côte au plus bas. Et puis, l'étroitesse du chemin ne peut pas être considérée sans aller chercher dans le cap. Alors là, on arrive dans des travaux pharaoniques qui ne font plus de sens. Alors, on en est là avec ce projet-là. Le deuxième élément, ça reste évidemment son financement. Alors, différents montants sont lancés dans les airs, notamment un qui nous provient d'une étude de préfaisabilité technique que nous avions réalisée il y a quelques années pour avoir une idée de l'envergure potentielle du projet. Alors, ce chiffre-là demeure une hypothèse de travail réalisée par une firme. Alors nous, on a vu passer dans l'année dernière des éléments de financement qui se sont avérés extrêmement intéressants, notamment un programme de financement qui nous provient du Fonds canadien de revitalisation pour les communautés, un programme ponctuel qui ne reviendra pas. Ce programme-là a permis à l'ensemble des communautés canadiennes de soumettre des projets et on est fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui que le projet d'escalier a été sélectionné parmi plusieurs centaines de projets au Canada et s'est vu octroyer le maximum possible pour ce type de projet, c'est-à-dire 665 000 $. Si on ajoute ça, 110 000 $ qui nous proviennent du programme d'appui aux actions régionales du gouvernement provincial, c'est qu'on aurait, avant même d'aller en soumission, un potentiel de financement de 775 000 $. Alors là, on a un deuxième élément de l'équation. Donc, sa pertinence, elle est reconnue. Maintenant, une part de financement. Il faut savoir, pour terminer l'équation et la réflexion, bien, il faut avoir en main le coût réel en 2022. Alors, tout le reste est hypothèse et tergiversation. Alors, nous, ce qu'il nous faut pour rendre une décision sage et éclairée
pour le bien de la communauté, c'est d'avoir le prix réel. Puis une fois qu'on l'aura adossé au financement, là, on sera en mesure de valider le coût réparti sur les années et son bénéfice aux citoyens. OK. Mais là, vous avez un règlement d'emprunt qui est adopté? Il a été adopté, effectivement, à la fin de l'année dernière. OK. C'est un règlement d'emprunt de 500 000? Oui, environ, effectivement. Okay. Mais c'est pas la cible que la ville vise. La ville se donnait une marge de manœuvre dans le cas où on aurait du financement provincial qui opère différemment des modes de financement fédéraux. Okay. Alors, les modes de financement provinciaux, généralement, versent sur plusieurs années leurs subventions que les villes doivent emprunter au départ. Alors, dans ce cas-ci, ce sera presque pas applicable compte tenu que 75% du financement proviendrait du fédéral, donc un montant d'un coup. Et puis, on connaît pas non plus le montant net encore. Ouais. Donc, puis là, une fois qu'on va avoir le montant net, on va le mettre en opposition, ou pas en opposition, mais en comparaison avec d'autres programmes d'infrastructure de nature communautaire qui ont été faits dans notre municipalité. Okay. Et comme on l'a toujours fait, on sera en mesure après ça d'évaluer si le projet doit continuer ou non. OK. Donc, vous n'avez pas pris la décision encore complète, là? Ben, en fait, non, absolument pas. Puis c'est impossible de la prendre parce qu'il nous manquait beaucoup trop d'éléments pour prendre notre décision. Okay. Alors, il y a presque aucun projet que depuis que je suis à la mairie qui a été mené, des projets de grande envergure qui ont été menés sans subvention substantielle. Donc, la stratégie demeure la même. Maintenant, comme le citoyen le mentionne, il y a des opportunités qui sont là, qui se présentent, et il faut avoir la sagesse de les évaluer. Et puis après ça, de rendre notre décision. C'est pour ça qu'on est en place. Vous avez une rencontre au prochain conseil? Oui. Ben alors là, nous, ce qu'on va faire, c'est que, écoutez, par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été demandé par les pétitionnaires et pour notre conseil, ben moi, ce que je peux déjà dire à ce moment-ci, c'est que comme nous allons aller vérifier sur le marché le prix de l'escalier pour faire notre évaluation, puis qu'on n'aura pas cette réponse-là avant le mois de mai, okay. Ben, notre réponse, ce qu'on pourra confirmer aux citoyens, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, le projet ne sera pas adopté au mois d'avril, et puis on va attendre de finaliser notre analyse du projet avant de trancher, puis ça, on n'aura pas la réponse avant le mois de mai. OK. Donc, aucune somme de la ville d'ici le mois de mai ne sera engagée de quelque façon que ce soit dans la continuité de la réflexion. OK. Donc, ce qui va faire foi de tout, c'est le coût des matériaux, en fait, puis le coût de l'installation de ce futur escalier? Bien, ça sera le coût net de l'infrastructure. Okay. Et selon ce que sera proposé comme matériaux, elle fera l'évaluation de ses coûts d'entretien, etc., pour voir est-ce que ce projet-là tient la route. Des projets d'infrastructure comme ça, c'est des projets qui nous survivent. Là. On parle de durée de vie de 25, 30, 40 ans là, dans des infrastructures comme celle-là. Donc, on ne fait pas ça juste pour nous autres aujourd'hui. Là. Alors, c'est ça. Est-ce que vous craignez, justement, dans le contexte actuel, que ce soit la guerre en Ukraine ou la pandémie, l'approvisionnement des matériaux, le coût des matériaux a augmenté beaucoup? Est-ce que vous craignez, justement, que ça peut nuire à ce genre de projet-là? Bien, assurément, parce que c'est notre zone de confort dans je vais appeler ça notre zone de confort dans l'investissement communautaire. Ouais. On peut bien avoir des centaines de milliers de dollars de subventions, c'est le net qui compte. Peu importe la valeur du projet, c'est le net qui compte. Bien sûr. Alors nous, on est à la remorque de ce coût-là, dont on ne connaît pas encore le chiffre. Ouais. Mais effectivement, ça restera une préoccupation, clairement. Oui. Et le prix en soi conditionné, on ne contrôle pas ça, mais on n'embarquera pas dans un projet qui ne fera pas de sens. Comment vous organisez avec les opposants, justement? Comment vous négociez avec ça? Bien, écoutez, je pense qu'une pétition a toujours un poids. Hein? Une pétition, ça fait partie de l'ensemble d'une réflexion dans un projet. Hein? C'est la partie qu'on va appeler de l'acceptabilité sociale du projet. Bon, alors moi, ce que je comprends des opposants, c'est compte tenu de la situation financière de la Ville, ils sont inquiets. Ils sont inquiets que la Ville se commette dans des dépenses dont on n'a pas les moyens de supporter. C'est une réflexion et une démarche tout à fait respectable. Maintenant, avant de pouvoir se positionner, il faut toujours bien savoir c'est quoi le coût net sur un compte de taxes, sur le budget d'une année.
Alors ça, en ce moment, on n'est rien qu'en hypothèse et en conjecture et sur un prix qui a été nommé en 2015 dans une étude de préfaisabilité technique. Okay. On ne peut pas ne tenir compte que de ça, mais on ne peut pas en faire comme si elle n'existait pas non plus. Oui, c'est sûr. Donc, à suivre au cours des prochaines semaines. Du côté du fort Jacques-Cartier puis du manoir Alsop, où en êtes-vous dans ce projet patrimonial important? Oui, bien, nous sommes dans l'attente, encore une fois, toujours dans la même démarche d'évaluer les projets dans une étude nous allons recevoir sous peu une étude de préfaisabilité technique d'un bâtiment d'accueil. Et puis, nous allons voir qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat-là. Je sais qu'actuellement, il y a de belles opportunités dans la région de Québec, de Portneuf, de par des organismes qui cherchent à investir dans la MRC. Donc, la suite, tout suit son cours. Mais pour le moment, là, il y a un comité de citoyens qui a été mis en place l'année passée pour revoir le projet qui avait été proposé. Suite à une consultation, une présentation publique, certains citoyens avaient émis des réserves sur le projet. Alors, on s'est dit, bon, ben écoutez, on va prendre un pas de recul. On va évaluer la situation, puis on va peut-être impliquer des citoyens. Puis c'est ce qu'on a fait. Alors, on est allé chercher des citoyens qui avaient des connaissances, de l'expérience et des compétences en matière de développement de ce type-là. Donc, il y avait un point de vue crédible. Et puis, on travaille ensemble pour que ce soit un projet rassembleur. Mm-hmm. Vous avez aussi obtenu une subvention pour votre patinoire extérieure? Oui, absolument. Vous allez entreprendre ces démarches? Bien, espérons-le. C'est comme le reste, il faut aller en appel d'offres pour vérifier la valeur du marché de cet équipement-là. Puis, mais c'est sûr que la patinoire à Cap-Santé, on a une patinoire centrale, puis on a une toute petite patinoire dans le développement des goélands. Deux équipements qui sont très appréciés par les citoyens et puis qui sont reportés depuis plusieurs années faute de financement. Puis là, ben, on a eu l'opportunité d'avoir effectivement un financement qui a été annoncé par le député Caron là, la semaine dernière. Donc, oui, on va continuer la réflexion là-dessus, mais c'est un équipement communautaire qui a réellement besoin d'être revitalisé parce que les bandes sont en train de pourrir, la dalle de ciment est craquée, ça implique beaucoup de contraintes aux gens qui en font l'entretien et la préparation. Oui. Encore une fois, vous attendez donc les coûts effectivement, des travaux. Est-ce que vos collègues maires dans Portneuf subissent aussi la même affaire? J'imagine que oui, parce que tous les Ben, écoutez, je pense que moi, ce que j'entends de mes confrères et consoeurs, c'est qu'on procède tous de la même façon. Hein? Nos communautés sont tout petites, puis on ne peut pas se développer sans le support des subventions provinciales fédérales. Mm-hmm. Sinon, on ne fera jamais rien. Ouais. Alors, quand ils sont comme moi, hein, les opportunités passent, ils travaillent sur des moyens de financement, puis ils réalisent des projets. Tu sais, quand on réussit à faire un projet subventionné à 80 % d'argent qui vient du Québec et du fédéral, là, c'est pas rien. Là. Ouais. Pensez-y bien là, de dire non à des projets de développement communautaire. Là. Alors, tous mes confrères et consoeurs font face aux mêmes contraintes puis aux mêmes opportunités. Oui. Et peut-être en terminant, un petit mot sur la Fédération québécoise des municipalités. Vous êtes maintenant administrateur. Vous succédez en fait au maire de Deschambault-Grondines, oui. M. Arcan, sur le conseil d'administration. Comment vous voyez ce poste-là pour vous, puis l'importance que ça a pour Portneuf? Bien, écoutez, vous savez, il y a plus de 1000 municipalités au Québec. De faire partie de 47 administrateurs d'une fédération qui a une crédibilité auprès du gouvernement et d'avoir son mot à dire pour représenter ma communauté locale, mais aussi ma communauté régionale, puis de transmettre nos préoccupations et d'en faire des points politiques et des points de forme pour des représentations auprès du gouvernement, c'est un privilège incroyable. Donc, moi, je suis heureux de la confiance que m'ont accordé mes confrères de Portneuf, mais aussi ceux de la MRC de l'île d'Orléans, de Charlevoix et de l'Ange-Gardien et de la Sainte-Catherine, qui nous font confiance à moi et M. Lefrançois de l'Ange-Gardien pour les représenter. Puis, j'entrevois ce beau défi-là pour les prochaines années avec beaucoup d'enthousiasme pour faire progresser la réalité des MRC qui entourent la région de Québec. Oui. Et ça, c'est un mandat de quoi? C'est 2 ans? Jusqu'en 2025. Ah, jusqu'en 2025 quand même. Oui. Excellent. Oui.
Alors, Michel Blackburn, maire de Cap-Santé, préfet adjoint des MRC de Portneuf et administrateur justement à la FQM. Merci beaucoup de cet entretien, puis on va sûrement se reparler bientôt à propos de vos projets. Merci beaucoup. Merci, bonne continuité. Au revoir. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et on s'initie à la production de sirop d'érable. Merci, à bientôt. Ouais. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 6 maires et représentants municipaux ont participé en début de semaine au point de presse du député de Portneuf, Vincent Caron, à Saint-Gilbert, portant sur les 7 projets qui se partagent un montant de 507 000 $ du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Ce programme s'adresse aux municipalités de moins de 10 000 habitants. D'entrée de jeu, le député Vincent Caron a souligné la mémoire de l'ex-maire de Saint-Gilbert, Léo Gignac, à qui il a remis une médaille de l'Assemblée nationale. M. Gignac est décédé à son domicile le 11 février dernier, à l'âge de 78 ans, et ses funérailles se tenaient cette fin de semaine à Saint-Gilbert. J'avais eu l'occasion de lui remettre la médaille de l'Assemblée nationale en décembre dernier, et lorsque je me suis rendu vendredi pour aller saluer sa famille et sa mémoire, j'étais très heureux de voir que cette médaille était juste au-dessus de l'urne qui contenait les cendres de Léo. Donc vraiment, je suis ému d'être ici ce matin parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui va nous manquer beaucoup. Le maire de Saint-Gilbert, Daniel Perron, confirme justement l'importance de cette médaille pour M. Gignac. Je vais commencer, avant même de lire mon beau petit texte, je vais commencer par dire que Léo était vraiment très fier de sa médaille et ça a été vraiment un bon coup parce qu'il se faisait vraiment une fierté de nous la montrer à tout le monde, puis il l'a vraiment apprécié. Daniel Perron, le maire de Saint-Gilbert, une municipalité de 304 habitants et qui reçoit un montant de 57 000 $ pour la rénovation du préau, conseille aux élus et aux citoyens de prendre en considération le coût des matériaux, justement, qui ne cesse d'augmenter et de profiter de ces opportunités d'aide financière. Comme vous le savez sûrement, le prix des matériaux coûte très cher depuis le début de la crise de la COVID. L'inflation au Canada dans la dernière année, de février 2021 à février 2022, a été de 5,69 %. C'est quand même pas rien. Pour une municipalité puis une population qui a besoin d'une nouvelle infrastructure, ça peut représenter une belle petite fortune. Une aide devient très importante dans un tel scénario. C'est très probablement le cas de quelques-uns de mes collègues des autres municipalités. S'il y a une phrase à retenir aujourd'hui dans ce que je vais dire, ce serait celle-ci. 1 $ dépensé en entretien, sauf 7 $ en remise à neuf des infrastructures en bâtiment. C'est un principe que j'invite tout le monde à retenir par cœur. Ceci dit, malheureusement, même faire de l'entretien peut parfois coûter cher. Dans ces cas-là, une aide est plus que bienvenue. Pour mettre les choses en perspective pour Saint-Gilbert, une subvention représente, cette subvention représente 17 cents et demi du taux de taxe municipale que nous n'aurons pas à prendre en surplus aux contribuables. Pour le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard, qui compte 533 habitants et qui reçoit 77 000 pour la construction d'un terrain de tennis, ces investissements publics permettent à bien des citoyens de passer à travers des épreuves, et particulièrement depuis le début de la pandémie.
Ce qu'on s'est aperçu au cours des 2 dernières années, c'est toute l'infrastructure sportive, toutes les facilités qu'on met à disposition des citoyens, c'est ce qui a aidé les gens souvent à passer à travers les différentes étapes ou les différents problèmes qu'on a fait face avec la pandémie. À Saint-Léonard de Portneuf, qui compte 1171 habitants, le directeur général par intérim, Serge Allaire, souligne que les modules d'entraînement extérieurs qui seront aménagés favoriseront le rassemblement et la pédagogie. Le fait que ça soit à l'extérieur, ça permet aussi de regrouper les gens, de développer des interrelations importantes et de s'entraider dans l'activité physique et l'apprentissage de l'activité physique. Saint-Marc-des-Carrières reçoit 100 000 $ pour son vélo-parc et planche à roulettes, 100 000 $ à Neuville pour le réaménagement du parc du Poitou. Saint-Ubalde reçoit 50 000 pour des modules de jeu et Cap-Santé reçoit 88 700 $ pour la réfection de la patinoire extérieure. Quelques 23 000 membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont tenu leur première journée de grève hier, ce mercredi, sur une possibilité de 10 journées de grève au moment jugé opportun. Des rassemblements se tenaient dans plusieurs villes du Québec, dont un groupe devant les bureaux du député de Portneuf, Vincent Caron, à Saint-Raymond. Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n'ont pas renouvelé leur convention collective 2020-2023, contrairement aux autres syndicats des secteurs publics et parapublics. Le litige porte sur la rémunération. Ce syndicat représente les employés au soutien administratif dans les différents ministères ainsi que dans les organismes gouvernementaux, notamment des techniciens en informatique, des employés de bureau ou des employés dans les centres d'appel. La ville de Shannon souligne cette année son 75e anniversaire de fondation. La première réunion du conseil municipal s'est tenue en janvier 1947. Les citoyens sont invités à consulter les capsules historiques produites par le conseil local du patrimoine et la programmation des fêtes qui sont publiées sur le site Internet de la ville et sur sa page Facebook. Sous la présidence de la conseillère Lynne Chiasson, le comité du 75e présentera différentes activités et événements tout au long des prochains mois. Shannon est considérée comme la deuxième ville la plus jeune du Québec selon l'Institut de la statistique du Québec. À Donnacona, la municipalité publie sur son site Internet le bilan de la dernière année, les projets en cours et les projections qui ont été présentées lors du déjeuner des gens d'affaires la semaine dernière. On dénombre 28 nouvelles constructions et 29 nouveaux logements en 2021 pour une valeur totale, selon les permis, de 18 900 000 $. La valeur de la maison moyenne à Donnacona en 2022 est de 216 220 $. La richesse foncière uniformisée à Donnacona est en hausse de 2,13 % par rapport à 2021 pour atteindre 863 millions. La municipalité poursuit le développement du secteur de la route Sauvageau et de son parc Sauvageau et prévoit une demande d'exclusion de la zone agricole pour un agrandissement de son parc industriel. Les réflexions et discussions se poursuivent pour une réhabilitation et le développement du terrain de l'ancienne papetière sur le bord du fleuve. De 2009 à 2022, la ville de Donnacona a connu une croissance de près de 32 % comparativement à une moyenne de 19 % dans l'ensemble des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. On compte actuellement 7 569 habitants et on estime à 8 922 habitants en 2031, soit 1 353 résidents de plus en 9 ou 10 ans. Selon les projections de cette année, en 2022-2023, on compte 577 élèves à l'école primaire et 1102 élèves à l'école secondaire de Donnacona. À Pont-Rouge, les familles qui souhaitent bénéficier du programme d'intégration au camp de jour l'été prochain doivent faire parvenir leur demande à la ville de Pont-Rouge au plus tard le 15 avril. Ce programme vise à faciliter l'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers dans un groupe régulier au camp de jour. Les enfants doivent être en mesure d'interagir avec les autres enfants à l'aide d'un accompagnateur. Le camp de jour estival à Pont-Rouge se tiendra du 27 juin au 19
9 août, c'est 8 semaines, et il s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans sous la supervision d'animateurs qualifiés. Le formulaire est disponible sur le site Internet de la ville de Pont-Rouge. Les dirigeants du Parc naturel régional de Portneuf ouvrent ses inscriptions de l'activité d'initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt, prévue durant les mois de juillet et août prochains et qui s'adresse aux jeunes de 7 à 13 ans. Le programme Aventure Nature d'été offre des activités sportives comme des randonnées pédestres, visite de la grotte de Saint-Casimir, du canot en rivière, de l'hébertisme, en plus des activités éducatives sur l'environnement comme l'observation et l'interprétation de la nature, l'orientation et la survie en forêt, une visite de l'ancienne centrale hydroélectrique à Saint-Alban et des expéditions d'une ou deux nuits. L'activité se déroule dans les secteurs des Gorges, de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional de Portneuf. Les places sont limitées et les enfants sont divisés en 4 groupes d'âge. La Fédération québécoise des municipalités salue le plan stratégique 2022-2026 présenté cette semaine par Hydro-Québec, mais rappelle qu'une participation significative des communautés à la réalisation des projets de production d'énergie est une condition essentielle à sa réussite. Selon la FQM, le monde municipal doit faire partie du portefeuille de projets éoliens identifiés par Hydro-Québec et la Société d'État devra favoriser la réalisation de projets de petites centrales hydrauliques. Du côté de l'Union des municipalités du Québec, on annonce aujourd'hui, justement, plutôt hier, on a annoncé la conclusion d'une entente de partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration visant à augmenter la contribution des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Le projet se déclinera en 3 volets: la valorisation des municipalités et des régions comme terre d'accueil, d'employabilité dans l'administration municipale et les relations interculturelles. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration offrira une aide financière à l'UMQ de 643 000 $ sur 3 ans dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a lancé cette semaine l'appel de candidature pour l'édition 2022 des prix Hommage Aînés. La période de candidature se tient jusqu'au 29 avril. Le prix Hommage Aînés souligne la contribution exceptionnelle d'une personne aînée de chaque région du Québec. Les candidatures sont reçues par chacune des 18 tables régionales de concertation des aînés qui les soumettent, eux, à un comité indépendant. Les candidats sélectionnés seront recommandés à la ministre pour un dévoilement à l'automne prochain. Mère Nature nous offre un délice à chaque printemps, particulièrement au Québec, à travers la sève de nos érables à sucre. Charles a rencontré une productrice de Saint-Alban. Écoutons sa capsule. Donc aujourd'hui, vous êtes à la sucrerie Espéron, qui est une érablière familiale de 5e génération, parce que je suis officiellement de la 5e génération à l'érablière. Puis moi, de ce que j'ai vu, c'était vraiment mon grand-père qui produisait, puis mon père et mon oncle. Fait que officiellement, maintenant, c'est mon père et mon oncle qui sont propriétaires. Nous, ici, on a 8500 entailles. C'est un domaine qui est là depuis plusieurs années, qui fait partie de la culture québécoise, mais ça reste que c'est un domaine qui, maintenant, évolue à pas de géant. Fait que oui, il y a des choses, ça fait 100 ans qu'on fait, mais il y a des choses qui évoluent de jour en jour, quasiment, là. Fait qu'on s'adapte, puis là, je me suis dit que j'allais aller me faire former dans le domaine acéricole. Donc, je suis allée faire ma formation au Centre de formation professionnelle à Saint-Anselme. Je suis allée faire mon DEP en acériculture. Puis là, bien, c'est sûr que j'ai extrêmement appris. J'ai fait mes stages ici à l'érablière pendant ma formation. Et puis là, bien, ça fait 1 an à temps plein que je suis à l'érablière, mais que je travaille aussi comme travailleur autonome là, à l'installation pour d'autres clients. Ça reste qu'on produit du sirop d'érable, ça reste qu'on fait des entailles dans les érables, ça reste qu'on transforme
de l'eau d'érable qui est concentrée à 1,5, 2,5 brix. On le transforme jusqu'à l'atteinte de la forme du sirop d'érable qu'on connaît qui est 66 brix. Mais le chemin de la transformation a évolué grandement. Tu sais, au départ, on prenait les chevaux, on entaillait à la chaudière, avec la famille, on récoltait l'eau d'érable, on récoltait avec les chevaux, on amenait ça à la cabane, on bouillait au bois. Avant, c'était traditionnel, c'était le bois. Puis là, on transformait notre eau d'érable jusqu'à l'atteinte de sirop d'érable. C'était pas mal ça. Il y en a encore qui font la tournée, puis c'est fabuleux de voir, mais les plus grosses érablières ont incorporé la tubulure dans leurs érablières, ont incorporé les pompes vacuum pour avoir une plus grande quantité d'eau à l'érablière. Ensuite, on a amené l'osmose, qui est qu'on passe d'un certain brix d'eau d'érable à la base, puis on le concentre déjà avant même d'avoir passé à l'évaporateur. Donc, c'est une cadence plus rapide pour obtenir notre sirop d'érable. Ici, on a un évaporateur à l'huile. Donc, on a les pannes à rayons, les pannes plats en avant. Donc, c'est là-dedans que notre sirop, après l'osmose, va passer de 20 brix à 66 brix. Quand c'est bien fait chaque année selon une régie qu'on a établie dans notre érablière, bien, on peut justement assurer une belle croissance de notre érablière puis une santé de notre érablière. Mais c'est sûr qu'il s'agit de bien faire les choses. Donc, moi, c'est ça, j'ai décidé de vraiment me former dans le domaine acéricole parce que c'est un domaine qui est en développement, en évolution constante. Donc, je voulais vraiment aller chercher les dernières nouveautés du domaine acéricole. Donc, j'ai fait mon DEP en acériculture au Centre de formation professionnelle de Saint-Anselme. Il y a plusieurs styles d'emploi qu'on peut faire dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de demandes aussi. On recherche vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Avec la pandémie, il y a eu un retour aux sources, un goût d'entailler les 3-4 érables qui étaient en arrière des domiciles des gens, ou de s'acheter des terres puis avoir 300-400 entailles. Et la cabane, c'est familial, ça l'attire justement la famille. C'est un genre de sentiment d'appartenance quasiment à la culture, fait que c'est vraiment le fun. On a la possibilité d'entailler quelques érables, on peut se permettre ça, puis moi je le valorise de faire ça parce que c'est un beau produit québécois qu'on a, puis j'ai pas connu personne qui aime pas le sirop d'érable. Donc moi j'ai le goût de mettre ma chaudière ici, mais ce qui est important de voir, c'est est-ce que j'ai des anciens trous à quelque part dans ma zone, parce qu'il faut savoir que quand on fait un trou, la blessure, ça fait une compartimentation de 2 pouces de large par rapport à mon trou, par 16 pouces de long. Ici, on met de la peinture pour pouvoir se repérer plus facilement, pour que l'entailleur voit bien les anciens perçages. La première étape, ça va être le choix de mon emplacement. Puis je vais faire un grattage vraiment très peu profond. Ici, j'ai un chalumeau en plastique à la chaudière. On va entailler 1 pouce 3/4, donc c'est sûr que plus qu'on entaille profondément, plus qu'on a une grande coulée, mais plus qu'on fait une grosse blessure. Fait qu'on va prendre une bonne position pour être bien stable. On va donner une petite angle dans la mèche pour que l'eau puisse s'écouler et non rester à l'entaille. On va aller faire une amorce au départ et on va aller au fond et on y ressort. Donc ici, on voit que c'est un beau blanc, donc on ne veut pas du brun. Le brun m'aurait dit que soit mon arbre est en mauvaise santé ou bien que j'ai percé dans une zone qui avait été déjà entaillée. On met de l'alcool sur le chalumeau pour bien désinfecter nos chalumeaux avant de l'insérer dans l'entaille. On va aller se placer. On voit de plus en plus de femmes dans le domaine acéricole. Moi, j'ai eu la chance de voir des femmes dans ce domaine-là qui m'ont justement prouvé que c'était possible de travailler dans ce domaine-là. Il y a des femmes qui possèdent
elles-mêmes des érablières, leurs chums ne sont pas là-dedans, leurs parents ne sont même pas là-dedans. Fait que non, tout est possible, autant des femmes que des hommes dans le métier acéricole. Le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce que 162 720 $ ont été remis à 177 organismes de Portneuf dans le cadre du programme Soutien à l'action bénévole pour l'exercice financier 2021-22. Ce financement aura permis la réalisation de 250 activités dans tout Portneuf. Le programme Soutien à l'action bénévole permet aux députés de soutenir les projets communautaires, sportifs et de loisirs via ce budget discrétionnaire. Dans le contexte de crise sanitaire, une aide accrue a été accordée aux organismes communautaires qui offrent des services aux clientèles vulnérables, comme les banques alimentaires, les services aux femmes violentées ou encore le soutien à la santé psychologique. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, a annoncé cette semaine une bonification de 10 millions de l'enveloppe récurrente de ce programme Soutien à l'action bénévole, portant ainsi le montant total à 20 millions de 400 000 $ pour l'année 2022-2023. À Saint-Raymond, l'appel araignée a complété son mandat de créer un chenal au centre de la rivière Sainte-Anne dimanche dernier, après 8 journées d'opération. Le chenal de 3 mètres de large a été créé mécaniquement sur une distance de 2 km du pont de fer jusqu'à la hauteur de l'école Marguerite-Jouville. Cette manœuvre préventive facilite l'écoulement de l'eau et le passage des glaces. En fonction des prévisions météorologiques pour les 14 prochains jours, les risques de débordement sont très minimes. Le couvert de glace se fragilise à plusieurs endroits et le chenal naturel de la rivière s'élargit de plus en plus. Le couvert de glace en amont du barrage Estacade est complètement détaché des rives actuellement. Rappelons que la ville de Saint-Raymond met à jour ses communications sur la rivière à partir de son site web, sa page Facebook ou par téléphone. L'application ID Side Echo permet de recevoir les avertissements et alertes d'inondation. Le comité organisateur du Relais pour la vie de Portneuf annonce le retour en présentiel de l'événement festif au parc Donnacona le 11 juin prochain de 18h à minuit. Après 2 ans en mode virtuel, la 13e édition du Relais pour la vie de Portneuf, au profit de la Société canadienne du cancer et sous la présidence d'honneur du député Vincent Caron, se tiendra dans une formule adaptée aux consignes sanitaires. L'organisation compte déjà 18 équipes regroupant plus de 80 participants et la période de recrutement se poursuit. Les inscriptions se font en ligne, sans frais, au relaispourlavie.ca. L'organisme L'Envolée de Neuville organise d'ailleurs une conférence sur le relais pour la vie de Portneuf le mercredi 13 avril prochain à 9h30 à l'église de Neuville. Le relais pour la vie de Portneuf, c'est aussi 150 porteurs d'espoir et aidants naturels, 100 bénévoles et 1000 luminaires en mémoire ou en soutien aux personnes touchées par le cancer. Les policiers de la Sûreté du Québec et leurs partenaires de contrôle routier Québec ont remis un total de 470 constats d'infraction hier sur l'autoroute Félix-Leclerc entre la région de Montréal et la capitale nationale. La grande majorité des constats sont des excès de vitesse, dont près d'une vingtaine dans des zones de travaux. Il faut rappeler que les amendes sont doublées dans ces zones. De plus, les policiers ont procédé à 2 arrestations pour capacité affaiblie par la drogue. Une fois de plus, cette année, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, section Québec, encourage la relève en journalisme en lançant l'édition 2022 de la Bourse de la relève. Dotée d'un prix de 400 $ et d'une adhésion d'1 an à la FPJQ, la Bourse de la relève est remise à un étudiant post-secondaire de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches qui s'est démarqué par la production d'un reportage au cours de la dernière année. Plusieurs récipiendaires des dernières années sont parvenus
parvenu à se tailler une place dans le milieu journalistique. Les documents de candidature doivent être acheminés à la FPJQ section Québec au plus tard le 18 avril prochain. Un jury analysera les candidatures et annoncera l'identité de la personne gagnante le 3 mai prochain à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias. En plus d'avoir déménagé dans nos nouveaux locaux avec de l'équipement neuf au centre-ville, CJSR développe plusieurs projets d'émissions, de formation et autres. Et pour nous en parler, justement, on reçoit en studio, il est là, de l'autre bureau, ici en studio, oui, Aubert Tremblay, justement, qui est avec nous. Bonsoir, Aubert. Bonsoir, Michel. Aubert. Alors, on est peu de gens ce soir, alors on essaie tant bien que mal de fonctionner, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Ça s'appelle du multitâche. Hein, exactement. Aubert, content toujours des nouveaux studios? Ah oui, j'aime beaucoup ça. Il faut s'adapter à ces nouvelles caméras-là quand même, là, parce qu'on est plus dans l'électronique, dans l'informatique, disons. C'est toujours un défi un peu là, pour les couleurs derrière et puis tout ça, là, mais ça va bien, ça va bien. Oui, oh oui, ça va bien. On est content de ces lieux. Il y a plusieurs projets aussi en cours actuellement ici. Ah, ça, c'est pas ça qui manque ici, les projets, c'est vraiment pas ça qui manque. Ouais, ça va plutôt être la main-d'œuvre pour les réaliser qui va c'est toujours ça. Un peu partout, c'est le problème aussi. Hein, dans le milieu du travail, on a comme la difficulté à recruter du monde, peut-être, en tout cas. Fait que là, justement, on a plusieurs émissions en cours. Peut-être que Suzy pourrait nous mettre justement des exemples de ces émissions-là en cours, parce qu'on a commencé à tourner des nouvelles émissions pour l'automne et pour l'hiver, justement. Là, l'émission, ce que vous voyez là maintenant, c'est l'émission C'est bel et bien du gâteau avec Karine Saint-Gelais à Pont-Rouge, qui est une artiste, une grande artiste du crémage. C'est à Pont-Rouge. Ah, c'est à Pont-Rouge, OK. Une artiste du crémage, puis après l'émission, évidemment, on mange des gâteaux. Ça, c'est une émission complètement différente qui s'appelle Sexe, genre, etc. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est une émission d'éducation à la sexualité, puis là, on filmait une drag queen, justement, dans sa transformation. Ça, c'est avec des immigrants. Tu as parlé tout à l'heure, justement, de l'aide aux gens qui viennent de l'extérieur. Et puis ça, c'est plutôt les étudiants. On a aussi des liens avec les étudiants. On prépare une émission avec des étudiants de secondaire qui vont aller interviewer des personnes âgées. Justement, fait que c'est beau de voir le lien, justement. Fait que là, on a plusieurs liens, là, tu comprends? L'émission sur le gâteau, ça s'adresse, c'est une émission légère, mais on a 15 émissions quand même qui vont... C'est un art, ça a l'air de rien, là. Mais on a vu un peu, justement, c'est beaucoup de la décoration, en fait. C'est de la décoration, justement. Puis là, il faut mettre des petites tiges pour tenir les machins, puis faire des plumes, comment on fait des plumes, comment on roule le petit rouleau pour faire une bande, et puis tout ça, là. Comment on utilise le crémage, comment on utilise comment ça s'appelle? Là, je ne me souviens plus du nom, là, mais le fondant, merci Suzy, le fondant, c'est ça. C'est très intéressant, même moi qui n'est pas un grand amateur de cuisine, disons. Alors, je trouve ça bien intéressant quand même. Puis Suzy, elle participe. C'est un tournage qu'on fait avec des gens, avec du public qui posent des questions. C'est comme un cours, en fait, là, justement. Puis Suzy participe. C'est juste sur place là-bas. Sur place là-bas. Il faut apporter les équipements. Fait que je lance l'invitation d'ailleurs aux téléspectateurs, téléspectatrices qui voudraient venir à assister au tournage. Ils ont simplement à contacter Karine Saint-Gelais à Pont-Rouge. Puis elle, on est au moins 6, on est à peu près 6, disons. Parce qu'à cause de la COVID, on ne pouvait pas être plus que ça, là, mais peut-être que ça va augmenter. Mais donc, bref, les gens sont là, puis ils regardent, puis ils posent des questions. C'est ça qui fait le dynamisme de l'émission, justement. Bien sûr. Et c'est où exactement? C'est à Pont-Rouge? C'est dans son atelier de Karine Saint-Gelais, justement. C'est en face de ce qui était le manoir de Pont-Rouge, qui est maintenant un steakhouse. C'est presque en face de ça, là, sur la rue. Là. Ça, c'est une chose. Mais l'autre émission qui va faire parler beaucoup, c'est Sexe, genre, etc. Ça, c'est une proposition de notre amie Suzy, c'est ça. Justement, c'est ça. Mais quand j'en parle à mes filles, par exemple, il y a beaucoup de questions de génération là-dedans. Parce que on aborde des sujets que, à mon époque, disons, quand j'étais petit, on n'aurait jamais abordé. Oui, c'est ça. C'est ça. mais c'est vraiment, c'est pas une émission de sexe. C'est une émission sur la sexualité. C'est une émission où on parle d'enjeux autour de la sexualité, justement.
par exemple, l'identité sexuelle des gens, là, ceux qui sont transgenres, ceux qui comme on a vu tantôt. Tout à l'heure, c'était pas un transgenre, c'était un drag queen. C'était un homme homosexuel qui se déguise en femme parce que, pour cette personne-là, justement, il nous disait que c'était lui une façon de se libérer de ses entraves. Là. Quand il est sur scène, habillé en quelqu'un d'autre, d'un autre sexe en plus, là, il peut se laisser aller à dire absolument ce qu'il veut, là, justement. Fait que pour lui, c'est une libération. Pour elle, c'est toujours un peu embêtant. D'ailleurs, la première question que Suzy a posée, c'est est-ce que je dois vous dire lui ou elle? C'est toujours embêtant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, je pense qu'il a répondu comme tu veux. Quelque chose comme ça. Mais les drag queens, c'est pas nécessairement des homosexuels. Il y a toutes sortes de monde dans ce milieu-là. Puis moi, j'apprends plein de choses, justement, là-dessus. Là, c'est peut-être pas le moment d'en parler, là, mais sur, par exemple, l'effacement du clitoris dans les études en médecine. Il paraît que ça a été une chose qu'on n'étudiait pas, ça. Puis moi-même... certaines religions c'est clair. sont assez drastiques là-dessus. Alors qu'on est dans un mouvement maintenant d'ouverture à ça, justement, pour la diversité sexuelle, justement. Puis ça, dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit à Suzy, oui, on va le faire, même si on risque d'avoir des gens que ça brusque, disons, que ça choque. Mais je pense qu'on est à l'ère... C'est ça. C'est pas une émission de sexe, là. On n'en rigole pas, puis on cherche pas à susciter le désir chez les gens qui écoutent. On cherche juste à susciter la curiosité et l'ouverture d'esprit. C'est ça, cette émission-là. Puis avec les jeunes, qu'on a vu tout à l'heure, ça, c'est autre chose. On est complètement ailleurs. On fait ça avec ce qu'on appelait la commission scolaire, c'est-à-dire le centre de service scolaire de Portneuf. C'est-à-dire qu'on jumelle des jeunes intéressés de secondaire, là j'en ai de secondaire 1, de secondaire 2, qui vont aller rencontrer des personnes âgées pour faire des entrevues. Ça s'appelle « Mon histoire en héritage ». Fait que puis c'est intéressant parce que les jeunes, ce que je constate, il y en a 4 à Saint-Marc, à l'école secondaire de Saint-Marc, il y en a 2 à l'école secondaire de Donnacona. Puis je constate que c'est pas juste la technique qui les intéresse, mais aussi d'aller rencontrer une personne âgée pour le faire raconter sa vie, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas, surtout secondaire 1, peut-être que là, on va avoir une banque, justement, quand je dis qu'on manque souvent de main-d'œuvre, là. Ben oui, c'est la relève, C'est la relève, justement. Puis moi, je vais les former, ça fait 2 fois que j'y vais, là, avec la caméra, puis quand ils voient la caméra, puis qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire déjà avec ça, eux autres, ils trippent. Moi, je trouve ça, moi aussi, je trippe. C'est formidable de les voir aller, là, les jeunes. Fait que j'ai hâte de voir les entrevues maintenant. Ben oui, tout à fait. Mais ces 3 émissions-là seront diffusées à partir de quand? Là, on est au mois d'avril? On en discutait justement. C'est encore ça dépend comment on va réaliser. Ça dépend de la main-d'œuvre, justement, comment on va réussir, parce que c'est beau faire les tournages, mais il faut faire les montages. Puis le montage, c'est au moins 2 fois plus long qu'un tournage. Même 4-5 fois plus long. Là, fait que c'est ça qui est plus long. Puis on a aussi une émission, tu as vu les immigrants qui levaient les bras en l'air comme ça. Ça, j'ai tourné ça ici à côté. Ils faisaient une cuisine communautaire, mais avec des immigrants. Fait qu'on faisait on a fait un pâté au poulet, ça c'est la version québécoise, puis on a fait un gâteau au maïs, la version latino-américaine, justement, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir les gens échanger entre eux sur le pourquoi du maïs, comment est-ce qu'ils cultivent le maïs, la différence entre le maïs de là-bas et le maïs d'ici, qui n'est pas pareil, justement. Fait que ça n'a pas fait le même gâteau, justement, c'est pas évident. D'aller faire la cuisine dans un autre pays, les ingrédients sont pas pareils, puis souvent on rate notre coup, là, justement. C'est ça, il faut y aller au bout. Ça, ça se fait avec Accès Travail Portneuf. Ah non, ça c'est... Oui, c'est Accès Travail Portneuf qui est derrière ça aussi. Mais j'ai l'intention de faire aussi, il y a un autre projet avec des immigrants, parce que c'est important quand même, justement, le gouvernement du Québec, tu l'as dit tout à l'heure, voulait encourager l'immigration en région, mais justement, mais nous aussi à CJSR, on trouve que c'est une bonne affaire, l'immigration en région. Fait qu'on fait une entrevue qui va s'appeler, une émission qui va s'appeler Nouveaux venus. La première partie de l'émission, ça va être un portrait d'un immigrant, justement, qui s'adapte. Deuxième partie, ça va être le portrait d'un jeune qui vient travailler ici, qui vient peut-être de l'extérieur, de la région, mais qui est venu travailler ici. Fait que c'est des nouveaux arrivants de l'étranger ou même de l'intérieur, si je peux dire, mais un peu plus loin.
Ça, c'est avec, encore une fois, Accès Travail Portneuf. 30 secondes. Genève. Ah, il nous reste juste 30 secondes. D'accord. On a d'autres émissions cet été. Mais peut-être, justement, les gens qui souhaiteraient participer à des émissions ou en produire aussi, en fait, c'est d'appeler ici. Puis venez à nous, petits-enfants, c'est exactement ça. Venez. On a besoin de gens pour faire des émissions. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le temps qu'on peut y mettre. On a tellement d'idées, on a de l'équipement. Maintenant, j'ai acheté plein d'équipements ici. Fait que donc, on a tout ce qu'il faut. Venez triper avec nous, justement. C'est ça que je leur dis. Merci Aubert Tremblay, directeur général de CJSR. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images du fleuve Saint-Laurent à partir du quai de Cap-Santé. Alors, bonne semaine.